Bienvenue donc dans cette conférence, à peu près 45 minutes à partager ensemble sur ce beau thème de la méditation de pleine conscience. Et j'avais à cœur en fait de partager dans cette conférence mon expérience personnelle, de mon parcours de méditant, dont je me rends compte jour après jour qu'il n'est jamais terminé. Et c'est pas du coup une pratique de développement personnel, comme on pourrait l'entendre, où on part en formation et puis d'un coup on est changé, transformé pour toute la vie, mais c'est un travail de chaque instant et j'y reviendrai. Je voudrais juste avant de démarrer sur cette belle pratique qui a vraiment changé ma vie, par honorer la présence aujourd'hui de mon fils qui est là, Guérand, voilà, et qui me donne un sacré coup de main, mais au-delà de ça, c'est vraiment un moment de partage avec lui, et je voudrais vraiment te remercier, Guérand, c'est vraiment chouette que tu sois là, c'est précieux, vraiment, merci beaucoup. Voilà, donc pour démarrer, je vous dis juste qui je suis. Je pratique la méditation depuis une quinzaine d'années, et à un moment, il y a à peu près 4 ans, j'ai décidé il y a 5 ans, j'ai décidé de partager ma pratique à tous les publics. Et les entreprises, les particuliers, les associations d'insertion. Là aujourd'hui je travaille sur un projet avec des détenus dans une prison. Et c'est passionnant de pouvoir partager cette pratique avec le plus grand nombre. Et je me suis formé il y a 4 ans à peu près à quelque chose qui s'appelle le MBSR, peut-être que vous connaissez ou pas. C'est un magnifique programme de méditation de pleine conscience destiné à la réduction du stress. Et j'anime ce programme de 8 semaines. Vous avez quelques informations sur les démarrages là, sur le papier qu'on vous a remis à l'entrée, qui est vraiment un programme d'ouverture à soi pour s'ouvrir plus grandement encore au monde. Et c'est une vraie belle expérience, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a 5 ans, j'ai fondé Comment ça va, qui est une petite entreprise toute jeune, elle a 5 ans quand même, donc c'est à la fois tout jeune et tout pas jeune. Et je dédie vraiment tout mon temps aujourd'hui à diffuser la pratique de la pleine conscience, et je ne fais que ça au travers de Comment ça va, et je fais partie aussi également de l'équipe membre, je fais partie aussi de l'équipe Émergence, qui est une association en Belgique, à Bruxelles, qui s'occupe aussi de diffuser la pleine conscience en Belgique depuis 10 ans, et qui a été fondée par quelqu'un qui est formidable, qui organise une conférence cet après-midi au Nouveau Siècle sur le thème des émotions, qui s'appelle Ilios Kotsu, que vous connaissez peut-être, je travaille directement avec lui et régulièrement avec lui. Alors je vous ai présenté Guérand, mon fils, je voudrais présenter parce que je ne suis pas venu seul aujourd'hui, j'ai eu du renfort, et je voudrais présenter mon meilleur ami. Mon meilleur ami, c'est mon coussin. C'est celui sur lequel je me pose tous les jours et sur lequel je pratique la méditation. Il en a connu, lui. Il peut témoigner du poids de mes fesses et du poids de mon corps à chacune des pratiques. Alors ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui comme petit planning, bonjour, bienvenue, c'est peut-être faire un petit peu le point. Je pensais qu'il y avait une annonce qui arrivait. De faire le point sur d'abord ce que la méditation n'est pas et sur ce que ma pratique m'invite à dire de ce qu'elle est. On va passer là-dessus, on va parler de ça, et puis quelques moments de vie que j'aimerais partager avec vous, avec comment ces moments de vie en fait ont été nourris par la pratique de la méditation. Et j'ai essayé d'être le plus clair possible dans les enseignements en fait, dans les apports que la méditation m'a donné, les cadeaux que la méditation m'a fait dans ces quelques moments de vie. Évidemment, en 40 minutes c'est compliqué de faire tout le parcours, mais il y aura quelques informations, je pense, qui pourront peut-être résonner en vous et laisser vraiment résonner ce qui vient comme ça vient. L'idée c'est pas de tout apprendre, de tout se souvenir, mais plutôt de voir peut-être les petites pépites qui résonnent en vous au moment où c'est dit. Et un dernier point sur comment on fait pour s'y mettre, parce que le tout c'est pas de le dire, c'est de le faire et de se nourrir au quotidien en fait de cette pratique. Ça vous va comme programme? On est là pour la même chose. Cool. Alors déjà, ce que ça n'est pas... Alors j'ai dit plein de choses, et il y a encore plein d'autres choses. Mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est que c'est deux choses.
La première, c'est que pratiquer la méditation, c'est pas se mettre dans une bulle, s'isoler du monde, de soi, des autres, de tout ce qui est autour de nous. Mais c'est plutôt une pratique qui nous invite à connecter avec ce qui est là, avec ce que nous ressentons, avec ce que nous pensons, avec les émotions qui sont là, et avec tout ce qui nous entoure à l'extérieur de nous. Et c'est vraiment important ça, parce que parfois on a tendance à dire, moi je sais que quand j'ai commencé il y a 15 ans la pratique, enfin je veux dire, mes amis me disaient, mais attends, tu es complètement barjot, tu deviens un espèce de mystique zen qui mange des fleurs et qui va défendre le flower power, voilà, ok, c'est pas grave, je continue quand même, ça me va, moi, même si le regard des autres c'est celui-là, sauf que le mien c'est pas celui-là. Et c'est pas du tout ce que j'ai découvert, c'est pas quelque chose qui nous isole, mais c'est quelque chose qui nous connecte. Et ça c'est vraiment important. Le deuxième élément important, c'est que on pratique la méditation avec une intention qui est d'observer ce qui se passe, et donc l'intention n'est pas de ne plus penser. On pourrait se dire, oui, mais alors, j'ai tellement de pensées dans ma tête, je suis tellement encombré de partout, que j'ai besoin d'enlever tout ça et d'être complètement vide dans ma tête. Et voilà. Mais le problème, c'est quand je suis vide dans ma tête, en fait, je suis plus là. Et quand je suis vivant, je pense. Mais si je pense plus, je suis plus vivant non plus. Et si j'ai plus d'émotion, non plus. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient toucher notre être, qui vient toucher notre vie. Et c'est quelque chose de pleinement vivant et en mouvement en permanence. Voilà en gros pour ce que ça n'est pas. Et ce que la pratique m'a appris de ce que c'est, par contre, c'est que d'abord c'est un entraînement. Donc c'est jamais acquis, il n'y a rien de jamais acquis. Mais vous savez, c'est comme un marathonien qui vient qui s'entraîne pour le marathon. Une fois qu'il a couru son marathon et qu'il est arrivé au bout, s'il arrête de s'entraîner, le marathon suivant, il ne va pas pouvoir le faire. Donc il va falloir continuer à s'entraîner. Et dans la méditation, on ne muscle pas nos muscles physiques, mais on muscle notre cerveau. Et donc c'est un entraînement en fait permanent dans lequel il y a une découverte permanente de tout ce qui est en nous. Et comme tout change tout le temps, c'est la loi de l'impermanence, qui est une loi de la nature, et nous sommes la nature, nous sommes un morceau de la nature, eh bien nous sommes pleinement connectés en permanence à ce qui se passe. C'est un état d'être et une école de la vie. Et ce que je découvre jour après jour, même après 15 ans de pratique, où je pourrais me dire, oh, 15 ans de pratique, c'est bon, allez, ça, je fais le tour, c'est terminé, je passe à autre chose. Ben non, j'ai pas du tout envie de passer à autre chose. Parce que chaque fois que je me mets sur mon coussin, chaque fois que je fais une pratique de yoga, chaque fois que je regarde comment mon esprit fonctionne, chaque fois j'apprends quelque chose. Et j'apprends quelque chose dans les difficultés, autant que dans les moments de joie et de plaisir. D'autant que la pratique de la méditation, c'est quelque chose de pleine conscience, c'est très concret. C'est pas un truc perché dans lequel on s'évade dans des concepts et dans des grandes pensées magiques. C'est au contraire quelque chose qui est pleinement connecté à la vie. Je pratique quand je mange, je pratique quand je marche, je pratique quand je lave la vaisselle, je pratique quand je bois mon thé, je pratique quand je descends des poubelles, quand je donne à manger à mon chat. Je n'ai pas de chat, mais c'est un exemple. Et c'est tout le temps, en fait, que nous sommes connectés à l'instant présent. Et ça me permet, en fait, moi ça m'a permis de petit à petit développer des qualités de cœur, des qualités que j'ai depuis toujours, mais qui ont été étouffées par les expériences de vie. Des qualités comme la compassion, comme la bienveillance, l'amour, le soin de l'autre et le soin de soi. Des choses qui sont tellement sensibles et essentielles, et que souvent on oublie. Prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, c'est pas quelque chose qui est forcément toujours facile, et c'est quelque chose qui demande parfois un effort. Alors, je voudrais vous donner juste une indication, une définition pour qu'on soit clair sur ce dont on parle, parce qu'on parle de pleine conscience et d'instant présent, mais après tout, c'est qu'une idée. Concrètement, ça consiste à porter pleinement attention à soi, aux sensations, aux pensées, aux émotions, de manière volontaire et sans jugement. Alors là, il y a un challenge. Il y a un vrai challenge, en particulier sur le sans jugement, sans porter de jugement. Bienvenue.
Prenez le temps de vous installer. Ne vous prenez pas les pieds dans le fil. Tout va bien. Waouh. Alors je fais juste une petite pause pour dire que je suis vraiment très impressionné en fait. Je suis parti à fond dans mon truc, mais en même temps je vois le flux qui continue à arriver et toutes ces belles personnes qui sont là, c'est magnifique. Merci, merci d'être là. Alors, je vous parlais tout à l'heure de quelques moments de vie, alors je vais vous en donner quelques-uns. Le premier moment de vie, c'est quand j'étais tout petit. Alors, je ne pratiquais pas la méditation quand j'étais tout petit, mais pour juste comprendre la suite du parcours, j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai été vraiment aimé, je crois, mais j'ai été profondément seul. Cocooné dans un petit univers chaleureux, douillet, protégé par mes parents, protégé par ma grand-mère, mais jamais je sortais chez moi et je n'avais pas de copains. Et j'ai vécu une grande partie de ma vie qui m'a amené à toujours avoir une quête, qui était la quête d'être aimé, la quête d'être reconnu, d'être valorisé. Et vraiment, cette quête m'a mis en souffrance pendant 45 ans de ma vie. M'a encombré et m'a fait vraiment souffrir. Et m'a épuisé. Et puis, mon premier flirt, ouais, on est vraiment dans l'intimité. On est juste entre nous, il y a vraiment pas, il y a personne d'autre que nous. Voilà. Mais mon premier flirt avec la méditation, ça a été la rencontre avec une magnifique personne qui est acupunctrice à Lille, qui s'appelle Dr Nora Sen, à qui je rends vraiment hommage, qui est aujourd'hui un mentor pour moi et qui m'éclaire à chaque fois que je la rencontre. Et ça fait donc plus de 15 ans que je la connais. M'a fait faire mes premiers pas en méditation à une époque où j'étais pas très bien dans ma vie, j'étais pas très à l'aise dans mon groupe, pas très à l'aise dans mon entreprise, pas très à l'aise dans mes relations sociales, pas très à l'aise nulle part en fait, et pas très à l'aise avec moi, puisque j'avais plus conscience de mon corps, j'avais plus conscience de moi-même. J'étais comme si je vivais un peu à côté de ma vie. Et elle m'a dit, mais écoute Stéphane, avec son petit regard de Laotienne très souriant, elle m'a dit, Stéphane, médite. Il y a 15 ans, médite, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et elle m'a initié petit à petit à la pratique de manière régulière, sur le souffle, sur le corps, sur le mental. C'était vraiment très intéressant. Et puis j'ai commencé à lire, en particulier un livre qui m'a beaucoup touché, qui est le livre de John Kabat-Zinn, que vous connaissez peut-être, qui a créé le NBSR, qui s'appelle Au cœur de la tourmente, la pleine conscience. À l'époque, il n'était pas traduit en français, donc je me suis vraiment tapé les 850 pages en anglais. Comme livre de chevet, c'était sympa. J'ai dévoré ça vraiment et je continue, je le relis encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai découvert en fait dans cette découverte, dans ce premier flirt? C'est d'abord que j'étais prisonnier de mon mental. Que mon mental partait tout le temps dans tous les sens et que finalement c'est toujours lui qui avait raison. Mais je ne regardais du coup pas du tout ce qui se passait autour de moi et dans la réalité. Et j'avais beaucoup de représentations, et en particulier des résistances à méditer, parce que je trouvais que je considérais mon regard sur la méditation, c'était un regard, c'est un truc de moine. Voilà, il n'y a que les moines qui méditent, et moi j'ai pas envie de devenir moine. Alors il y avait un combat intérieur, c'était pas facile, c'était vraiment pas facile, franchement ça a été un peu dur, mais j'ai découvert aussi dans ce truc un peu dingue de mon mental qui me disait tout ça, les vertus de faire des pauses, de m'arrêter, et de m'arrêter physiquement sur ma respiration. Et rien que ça, en fait, ça m'a fait un bien incroyable, et ça a apaisé progressivement mon corps et mon esprit. Alors c'était les premiers pas de la méditation, c'est pas si évident que ça. C'est moi ou c'est la... Ok. Et puis la troisième chose que j'ai découvert, c'est que ça fait mal aux fesses de méditer, et de s'asseoir sur son coussin. C'est pas une blague, c'est que la posture en fait assise en tailleur, pour moi c'était juste impossible tellement j'étais rigide. Mon corps était une planche en fait. Et tenir sur mon coussin, c'était à l'époque une vraie torture. Ça n'est pas en réalité, mais je pensais que c'était difficile et donc mon expérience était difficile, on y reviendra. Deuxième grande période de mon entreprise, de ma vie en fait, que je voudrais partager avec vous, c'est la création de ma première entreprise. J'en suis à la 7e, donc je suis un serial entrepreneur, mais j'en tire pas forcément une grande fierté. Mais j'ai bien dit pourquoi en fait, parce qu'à un moment je me suis questionné sur mon enthousiasme et mon excitation à créer une entreprise et à la diriger, et en même temps à l'intention que je posais en créant mon entreprise. Et j'ai découvert au bout d'un certain nombre d'années, en dirigeant mon entreprise, que l'intention que j'avais, c'était d'être reconnu.
c'était pas de bien faire mon métier. Et tout passait, tout passait par le filtre de la reconnaissance. Et c'était très bouleversant comme prise de conscience. Et ça, j'ai découvert ça un jour, un matin, sur mon coussin. Je me suis dit, waouh, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je passe 16 heures chaque jour de ma vie à travailler? C'est quoi le sens de ça? Et j'ai commencé à questionner ça. Et est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et quel est le résultat? Et je me suis rendu compte aussi que c'était un peu une fuite, finalement, que de s'enfermer dans le boulot. C'était une fuite à des problèmes. J'avais des problèmes par ailleurs, enfin, en tout cas, je considérais des problèmes. Et créer mon entreprise, ça a été une magnifique fuite pour m'engager complètement et avoir l'ivresse de travailler. Et dans cette ivresse, finalement, j'étais plutôt bien, parce que j'étais loin de tous mes problèmes. Enfin, j'en avais d'autres, hein, mais j'étais loin de tous mes problèmes. Et ce que j'ai découvert dans cette expérience, grâce à la pratique, c'est que je me suis complètement oublié. C'est-à-dire qu'en fait, je n'étais qu'un travailleur. Alors, pas au sens syndicaliste du terme, mais au sens engagé du terme. J'étais un travailleur et ma vie, c'était travailler. Voilà. Et quand j'avais le temps, je rentrais chez moi, je m'occupais de ma famille. Bon, ça va quand même, hein. Ça va quand même, mais ça n'a pas toujours été si facile. Et donc, je me suis rendu compte que je ne prenais pas assez soin de moi, que j'étais loin de mon corps, que j'étais tout le temps dans ma tête, et que ça commençait à faire un peu lourd pour moi. Et surtout, à un moment où je pratiquais le yoga, en fait, les mouvements de yoga, les étirements en pleine conscience, je me suis rendu compte que mon corps était épuisé. Mais à aucun moment dans ma journée, je me rendais compte que j'étais épuisé, parce que j'étais parti dans le faire, dans agir. Et quand c'était pas fini, j'en avais pas assez. Et quand c'était fini, il fallait que je fasse autre chose. Et du coup, mon corps, complètement parti ailleurs. Je ne savais plus ce que c'était un corps. Ce qui m'a amené un troisième moment important, c'est le moment où les super-héros sont fatigués. Voilà. J'étais le héros de mon entreprise, le héros de mon équipe, j'avais 5 personnes avec moi. Et puis, il y a eu deux événements majeurs en fait, là, qui ont marqué cette étape-là. Le premier événement, c'est la séparation avec mon ex-épouse, et un divorce très conflictuel. Et puis la deuxième, c'est à peu près simultanément, à quelques mois d'écart, un de mes principaux clients qui représentait 40% de mon chiffre d'affaires qui ne me payait plus. Donc il y avait quand même un sérieux problème. Et je ne me suis pas trop posé la question, mais enfin en tout cas, c'était assez confrontant. Et puis comme en France, quand on est chef d'entreprise, on n'est pas reconnu par le chômage, et bien, je me suis retrouvé sans revenu du jour au lendemain, avec des procédures juridiques, judiciaires, enfin pas judiciaires, mais juridiques, à n'en plus finir. Et donc, ça, ajouté à ma fatigue et à mon épuisement, ça n'amène pas à quelque chose de très... Wow. Là, je ne suis plus dans la boîte avec le ressort, je suis plutôt comme ça, avec mon beau costume de super-héros. Et ce que j'ai découvert là, c'est d'abord que j'étais pas un super-héros, que j'étais juste un homme. J'étais juste un homme et rien de plus. Que la pratique me soutenait énormément à ce moment-là. C'est-à-dire que pour éviter de sombrer vraiment dans la dépression, ça ne m'a pas empêché de le faire, et on en parlera juste après, ça a été un vrai soutien qui me faisait apparaître comme un gros coup de poing que je prenais, comme un uppercut que je prenais qui me mettait KO, que je vivais à côté de ma vie. Que j'étais tout le temps dans les masques, dans les représentations, dans les costumes à paillettes et dans les chaussures sportives. Marcher avec les chaussures trop petites, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais au bout d'un certain temps, ça commence à être sacrément douloureux. Et porter un costume à paillettes, il y a un moment, c'est plus tout à fait moi qui était là, on voyait, mais c'était plutôt le costume. Et la preuve, c'est quand j'ai arrêté de travailler, donc quand j'ai liquidé mon entreprise, eh bien, je n'avais plus aucun coup de fil de personne, parce que j'avais enlevé le costume à paillettes. Ça fait mal. Mais j'ai découvert aussi que dans la pratique, j'avais le droit d'être vulnérable. J'avais le droit d'avoir des faiblesses. J'avais le droit d'être fatigué. Et ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais je peux vous dire que c'est extrêmement touchant quand vous découvrez à un moment dans le silence que, ouais, je suis fragile. Ouais, et ben c'est chouette. Ouais. Dans une culture et dans une éducation, moi je ne sais pas comment était la vôtre, mais la mienne c'était il faut être fort, il faut être le premier, il faut travailler, il
faut avoir des bons résultats, il faut réussir dans la vie, il faut faire des études, il faut, et toujours remonter des marches. Voilà. Quand on est tombé de l'escalier, quand on est tombé dans l'escalier, on se dit, ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bah, j'ai été fragile, ok. Maintenant que tu es en bas, tu fais quoi? C'est pas un problème. Chouette. Et le moment de tomber, en fait, a été pour moi le cap le plus fort. Je pense que c'est sans doute avec la naissance de mes enfants, le moment le plus important de ma vie. Ce moment où j'ai fait une dépression et où j'ai passé à peu près 6 mois à l'hôpital. Ça scotche, je peux vous dire. Enfin bon, j'espère que vous n'avez pas vécu ça. Si vous l'avez vécu, peut-être que vous en sortez plus fort. En tout cas, moi j'ai le sentiment que ça a été une période où j'ai enlevé le costume à paillettes, enlevé les chaussures trop petites, et vu Stéphane tel qu'il était, tout nu, dans sa vérité. Et là où, enfin dans les moments où j'étais consciente, j'étais tellement assommé par les médicaments qu'il y a assez peu de moments au final, enfin surtout au début, où je voyais quelque chose, en fait, j'étais complètement ailleurs, enfin, malgré moi. J'ai découvert plusieurs choses. La première, avec le soutien de la pratique, la première, c'est que j'ai le droit d'être moi-même. C'est que je ne suis pas obligé de mettre un costume à paillettes. Et il n'y a rien qui m'oblige, ni personne qui m'oblige à faire ça. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est que toute cette période, donc j'avais 45 ans, c'était il y a 9 ans, c'est à la fois vieux et pas très vieux, ça va aujourd'hui, hein, tout va bien. C'est que ce qui dirigeait ma vie, c'est mon ego. C'est mon envie d'apparaître sous une certaine forme et d'être reconnu comme je voulais être reconnu. C'est-à-dire, en gros, pas comme moi, pas comme qui je suis. Et la troisième chose, la vulnérabilité, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que j'ai commencé à reprendre goût. Et John Kabat-Zinn, dans son livre et dans le programme BSR que j'enseigne, à Lille, dit toujours prenez le temps de goûter la vie, de savourer. Même la pire des difficultés est un enseignement pour vous. Et même dans cette pire difficulté, il y a de la lumière. C'est un peu comme quand on regarde les nuages. Là, aujourd'hui, il fait un peu gris. Il n'y aurait pas de nuages s'il n'y avait pas de soleil. Donc le soleil est là. Il est là. Simplement, je ne le vois pas, parce que pour le moment, il y a des nuages. Pour le moment. Mais rien ne dure. Et c'est un formidable message d'espoir que je voudrais vous donner de cette période-là où ça a été pour moi 6 mois vraiment bouleversant. Et j'en ai encore beaucoup d'émotions parce que ça a été vraiment profond comme expérience. Et le fait de m'asseoir sur mon coussin pendant cette période d'hôpital, quand je pouvais le faire et quand j'avais la force de me lever pour m'asseoir dessus, sinon je m'étais allongé dans mon lit, c'était... ça valait le coup. Ça valait le coup. En sortant de l'hôpital, je me suis dit, mais c'est chouette là maintenant, j'ai une grande page blanche devant moi. Et je me suis rappelé que à chaque instant de ma vie où j'avais une grande page blanche, ça me flippait, ça me mettait dans un état d'anxiété absolument dingue. Le vide, il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et là j'ai dit, basta, faire c'est pas le problème. Qu'est-ce que je veux? Et j'ai commencé à regarder ça, et je me suis dit finalement, ce qui serait juste pour moi à ce moment-là, c'est de m'engager dans des missions d'ONG. Ça fait longtemps que j'avais envie d'aller vivre en Asie. Et il y a différents pays qui m'intéressaient, dont le Cambodge. Et je me suis dit, bon, finalement, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Et donc j'ai commencé à prendre contact avec des ONG, je me suis fait quelques gamelles sur les recrutements, parce que j'étais trop vieux. Ça fait pas plaisir, mais bon, c'est comme ça. Et en même temps, je me suis dit, ok, puisqu'ils ne veulent pas de moi ici en France, pour partir là-bas, et ben je vais partir là-bas et me faire recruter là-bas. Et donc j'ai pris ma valise, enfin j'ai pris mon gros sac noir, j'ai pris l'avion pour Phnom Penh, et je suis arrivé un beau jour avec mon sac, en sortant de l'aéroport, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce truc dingue qui est en train de m'arriver? Dans un contexte où tout était différent. Le climat, la température, les gens, la culture, les coutumes, la circulation, l'alimentation, enfin il n'y a absolument rien de similaire à ce qui est chez nous, absolument rien.
Et donc, c'était un petit peu compliqué en fait. Et là où la méditation m'a aidé, c'est de prendre du recul par rapport à cette expérience à chaque fois que je pouvais. Bonjour. À chaque fois que je pouvais. Et j'ai découvert en fait en pratiquant, parce que ça n'a pas été simple hein, quand même, je dis ça, c'est un peu joli comme histoire, mais dans la réalité ça n'a pas été simple. D'apprendre le khmer, de commencer à travailler avec des Cambodgiens directement, sans intermédiaire, donc essayer de comprendre la culture, essayer de regarder comment ça pouvait se passer pour moi, comment je pouvais trouver ma place dans ce pays, en essayant désespérément de m'intégrer, mais sans jamais arriver à m'intégrer. Donc ça n'a pas été simple. Et je me suis rendu compte que plus j'étais dans cette résistance qui est de dire, mais il faut que ce soit comme je veux, avec mon regard occidental à moi, c'est-à-dire il faut qu'il travaille comme je décide qu'il travaille, parce que c'est comme ça qu'il sait bien travailler, par exemple, avec mes collaborateurs en ONG ou dans les entreprises que j'ai créées là-bas. Là, je me suis rendu compte que c'était une impasse, que ça ne pouvait pas le faire. Tant que j'essayais d'imposer ma vue à ce qui se passait autour de moi se mettait en résistance comme moi j'étais en résistance par rapport à eux. Et donc j'ai dû m'adapter. Et là, la pratique, dans le silence, en fait, a structuré cette adaptation en disant ok, fais pas trop d'efforts, t'épuise pas à faire changer ce que tu ne peux pas faire changer. Mais plutôt vois là où tu peux aller, qui peut avoir un impact, qui peut faire changer positivement quelque chose, vas-y. Mais la sagesse, là j'ai appris ça et j'ai relu après récemment dans un bouquin, c'est d'accepter ce que je ne peux pas changer, de changer ce que je peux changer, et d'avoir la sagesse de discerner, c'est-à-dire de faire la différence entre les deux, et de regarder. Et méditer, c'est regarder profondément ce qui est en train de se passer. Et donc cette connexion avec la sagesse, je l'ai découverte là, vraiment. Et ça n'a pas été simple, mais ça a été extrêmement nourrissant et ça continue de m'animer. Et puis le dernier point, c'est je ne sais rien et c'est ok. Je comprends rien et c'est ok. Je me pose des questions, c'est ok. Tout va bien. Tant que je garde cette capacité de m'émerveiller de ce que je rencontre sans savoir ce qui se passe, c'est ok. Mais dès l'instant où je commence à me dire « Ah oui, alors ça je sais, donc c'est comme ça qu'il faut faire », ben, je suis complètement coupé de ce qui est en train de se passer. Je ne regarde plus ce qui se passe, mais je regarde ce que je sais. Et ce décalage-là, c'est le décalage du stress. C'est juste que je peux pas, tant que je ne regarde pas, je ne peux pas agir. Si c'est ma propre conviction qui m'anime, je vais essayer d'imposer quelque chose à l'autre, et ça ne fonctionne pas. Donc la première chose que j'ai à faire, c'est d'abord de regarder l'autre, et de voir ce qui se passe, et d'essayer de me mettre en relation avec la situation qui se passe. Alors je pensais bien rester au Cambodge quand même, j'avais très envie, hein. Je voulais vivre là-bas en fait, j'étais parti pour vivre là-bas. Et puis au bout de 2 ans, waouh, c'était quand même une expérience épuisante. Et là, j'ai découvert qu'il fallait que je prenne soin de moi. L'expérience de mon entreprise, l'expérience de la dépression, les différentes difficultés que j'ai rencontrées m'amenaient à prendre soin de moi. Et là, j'étais juste en train d'oublier de prendre soin de moi. Donc je me suis dit, je vais rentrer en France quelques mois, puis retourner là-bas. Et puis je suis resté en France. C'était quand même chouette de revenir. Et puis au bout de quelques mois, l'expérience m'a montré que j'avais toujours cette page blanche en fait quand je suis rentré. Et c'était vraiment chouette, je me dis ouais, encore une page blanche, ouais, super, je vais pouvoir faire ce que je veux, ouais. Et je me suis jamais senti aussi libre quand je suis rentré. Parce que j'avais plus d'argent, j'étais en train de me séparer de ma compagne de l'époque, donc j'avais quasiment plus de logement, j'étais divorcé, j'avais plus d'entreprise et plus de boulot. Waouh, ouais, c'est flippant. Moi, j'ai trouvé ça absolument excitant. Je me dire, oui, je suis libre. Je n'ai pas de contraintes. Qu'est-ce que je veux? Quelle intention je pose sur ma vie? Encore une fois, je me repose la question. Et donc, je suis rentré il y a 5 ans. Et après quelques mois d'expatriation à l'envers, parce que quand on revient de 2 ans intensifs en Asie, quand on revient en France, c'est un pays étranger. Donc, on a besoin de se réadapter. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je découvre dans cette expérience de je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Et j'ai rencontré à cette époque-là un enseignant de méditation belge, un flamand, formidable, qui s'appelle Edelmat, vous connaissez peut-être si vous pratiquez la méditation.
qui est un psychiatre à Anvers, et qui, dans une formation et un enseignement, me dit, un échange que j'ai avec lui, je lui dis, mais tu sais, moi j'aimerais bien apprendre un peu plus ce que c'est que la méditation, etc. Et il me regarde avec, mais il fait 1m95, donc il me regarde comme ça avec un petit sourire, c'est un grand maigre, il me dit, on n'apprend pas à jouer au piano dans les livres. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Il me disait juste, expérimente, touche la réalité dans la vérité de la réalité et pas dans ce que tu penses. Va au cœur de l'expérience que tu es en train de vivre. Finalement, c'est ce que j'étais en train de faire depuis 10 ans. J'étais assis sur mon coussin à respirer, j'étais juste en train d'expérimenter ma respiration et d'expérimenter comment mon esprit fonctionne, qui s'en va en permanence dans les problèmes quotidiens, dans le futur, dans le passé, mais jamais, mais il a du mal à rester là où il devrait être, ou là où je voudrais qu'il soit. Donc, cette domestication, en fait, de l'expérience, le vécu plein et entier de l'expérience, c'est la vivre plutôt que la penser. Et donc, cette question de l'expérience, elle est au cœur de la pratique de la méditation. C'est ce qu'on appelle, en fait, l'esprit du débutant. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec cette expression. C'est une des attitudes qu'on cultive quand on pratique la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, c'est ce regard neuf que nous portons sur ce qui se passe. Parce que tout change tout le temps. Vous pouvez regarder un nuage, vous le regardez une seconde après, il a changé. Vous pouvez regarder votre respiration, une seconde après, elle a changé. Tout a changé en une seconde. Tout, absolument tout. Et donc, comment je peux continuer à regarder ce qui se passe avec cet esprit frais? Ça s'appelle méditer. Juste revenir au cœur de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est la première fois que ça se passe. C'est absolument la première fois que ça se passe. J'ai appris aussi à ce moment-là que c'était vraiment important que je sois bienveillant avec moi-même. La bienveillance, c'est un mot tarte à la crème que tout le monde utilise aujourd'hui. Il y a encore une journée aujourd'hui à l'ONL sur le thème de la bienveillance. Il y a eu une journée la semaine dernière. Bref, ouais, on danse après, hein, c'est juste l'échauffement. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est que la bienveillance, en fait, c'était bien veiller. Bien veiller sur soi, bien veiller sur prendre soin de soi, bien veiller sur l'autre, bien veiller sur le monde. Et donc je vais venir après là-dessus parce que c'est vraiment important, parce que ça ouvre en fait les possibilités, cette pratique de méditation, sur l'engagement qu'on peut prendre pour nous-mêmes, pour les autres et pour le monde. Et comme dit John Kabat-Zinn dans l'introduction de son livre Au cœur de la tourmente, la pleine conscience, nous n'avons que des instants à vivre. Et ça aussi, c'est pour moi important de vous dire ça aujourd'hui, c'est que ce que je découvre instant après instant dans ma pratique, c'est que la vie se déroule au présent. Elle ne se déroule pas au passé, elle se déroule pas il y a 3 minutes, il y a dans 10 minutes, mais juste à maintenant. Si vous respirez là maintenant, c'est maintenant. C'est pas il y a 3 secondes. Essayez de respirer il y a 3 secondes. Essayez de respirer dans 5 secondes, en vous disant que ça ira peut-être mieux. Ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est à ce moment-là, il y a 5 ans, donc, que j'ai créé Comment ça va. Et pour la petite histoire, c'était amusant cette création parce que en fait, c'est arrivé comme ça un soir où j'attendais un copain pour boire une bière dans le Vieux-Lille et mon ami n'arrivait pas. Et là, j'étais en train de me dire, Stéphane, tu te rends compte quand même qu'il est toujours en retard, tu te rends compte quand même qu'il pourrait faire un effort, peut-être quand même qu'il exagère. Alors j'étais dans le jugement à fond, donc j'étais pas du tout en pleine conscience à ce moment-là. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que je cultivais ces jugements jusqu'au moment où il arrive. Et quand il arrive, il m'ouvre les bras, comme un enfant qui découvre le monde et me dit « Comment ça va ?» avec un sourire jusque là. Et je me suis dit « C'est ça, c'est ça. » Et je me suis rappelé qu'à ce moment-là, je n'avais jamais été conscient du nombre de fois où j'ai dit « Comment ça va ?» à quelqu'un, sans même savoir que j'avais prononcé cette question, et surtout, sans jamais écouter la réponse. Bienveillance. Hein? Comment ça va? C'est comme bonjour. Ouais, bonjour, hein. Salut, allez, bonjour. Hein. Sans jamais regarder ce qui se passe. Sans souhaiter la bienvenue dans cette journée. Et c'est formidable de remarquer ça, même à 50 ans. C'est jamais trop tard. Et ce que j'ai découvert à ce moment-là dans mes pratiques, c'est que
La vie était un échange, que tout était interdépendant. C'est-à-dire que rien ne vivait isolément. Vous ne vivez pas sans l'air qui vous entoure. L'arbre ne pousse pas sans la terre dans laquelle il pousse, ni sans le climat, ni sans le soleil. Et cette feuille qui est en train de pousser sur l'arbre, elle évolue à chaque instant, mais dans un système d'échange, avec la sève, avec l'air, tout fonctionne en connexion. Et c'est extraordinaire de regarder ça parce que ça nous met dans une posture beaucoup plus humble. Nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir. Moi, je n'ai aucun pouvoir sur la nature, par exemple. Absolument aucun. Et je suis très triste de voir qu'on essaye de dominer encore, et aujourd'hui, on va payer le plus fort. Moi, j'ai pas envie que ça dure comme ça, c'est pour ça que je m'engage. Mais j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Mais ça rejoint ces qualités de cœur dont je vous parlais tout à l'heure, la compassion, l'amour, la bienveillance, la joie. Tout ça est connecté à cet engagement-là. Et c'est un engagement véridique, vrai, profond. C'est pas quelque chose en surface où on se dit ah ouais, je vais faire du zéro déchet, c'est super tendance, c'est vachement intéressant, puis moins de déchets, c'est vrai, c'est quand même important. Ouais, ok, il faut bien commencer par quelque chose. Mais est-ce que l'intention qui est posée, elle vient de nous-mêmes, vraiment? Est-ce qu'elle vient pas plutôt de quelque chose qui vient de l'extérieur, qui nous dit c'est bien de faire ça, alors on fait ça, et on suit? Vous voyez ce que je veux dire? Le résultat sera peut-être le même, mais l'intention qui est posée et l'énergie qu'on va y mettre sera complètement différente. Et on peut trouver du bonheur, on peut trouver de la joie dans cet engagement qu'on ne trouvera pas si c'est un discours qu'on reçoit et qu'on applique. C'est tout à fait différent. Alors, moi j'ai appelé ça se mettre en mouvement, et j'aime beaucoup cette image de finalement protéger le cœur et donner le cœur et recevoir le cœur. On est vraiment dans cette dimension-là, et vraiment je dis très très sincèrement, très honnêtement, que ce que je rencontre dans la pratique, c'est ça. Au fond du fond, c'est ça. Et c'est pas plus compliqué que d'aller voir sa respiration. Avec le temps, l'entraînement, on découvre des choses et on découvre des capacités, des ressources que nous avons complètement mis de côté, alors qu'elles sont là. Alors pourquoi pas les utiliser? Donc méditer, c'est se mettre en mouvement, c'est s'engager. À partir de cette inspiration, à partir de cet espace de liberté qu'on retrouve, c'est s'engager. Et s'engager, se mettre au service. Alors, ça m'a amené, il y a quelques années, au moment de la création de Comment ça va, à définir une mission qui est là, enfin qui est un peu partout, sur mes cartes de visite et ailleurs, qui pour moi est importante, c'est ma mission de vie en fait. C'est comment est-ce que je peux moi, à mon niveau, sans chercher à changer le monde, changer ce qui est autour de moi, proposer quelque chose qui est plus apaisé, qui est plus doux, qui est plus joyeux, qui est plus bienveillant, parce qu'on a besoin de paix. On n'a pas besoin de guerre, on a besoin de paix. Et moi, j'ai pas d'autre intention que de changer ce qui est autour de moi à une modeste échelle, ce qui est super nombreux aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est une grande échelle, une très grande échelle. Mais c'est vraiment important cette question de la contribution. À quoi je peux contribuer? Peut-être que vous pouvez me poser cette question-là en vous-même, en repartant là. Posez-vous 5 minutes, respirez et dites à quoi je peux contribuer de positif pour moi, pour les autres et pour le monde. Et j'ai fait des choses à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est il y a 5 ans quand j'ai créé Comment ça va. La première chose que j'ai faite, c'est créer un site internet en me disant ça va être vraiment important pour moi de diffuser de l'information sur la pleine conscience. Ça fait 10 ans que je pratique, ça fait 10 ans que ça me fait du bien, ça va faire du bien à d'autres, j'en suis absolument sûr. Et donc j'ai eu envie, c'est ce qui est à droite, de développer un site internet sous forme de blog et écrire des articles en fait sur ce que je vivais moi dans ma pratique et ce que ça a amené comme réflexion plus profondément. Et aujourd'hui il y a 550 articles qui sont parus, il y a 3000 followers sur Facebook, il y a 60 000 visites par an, enfin, ça commence à devenir intéressant, on va dire. Et puis évidemment partager ma pratique avec des programmes, des ateliers, des journées thématiques qui aujourd'hui ont touché 2500 personnes. Et puis je me suis dit, finalement, on pourrait aussi donner un peu plus de visibilité à ça, et c'est pour ça que l'année dernière, enfin cette année plutôt, j'ai initié la première soirée au musée, méditation au musée, que certains peut-être, à laquelle certains ont peut-être participé, qui a réuni plus de 500 personnes sur le thème de la méditation de pleine conscience, avec Helios Kotsu et moi. Et je vous annonce que le 15 janvier, il y en a une nouvelle, toujours au Palais des Beaux-Arts, et la billetterie ouvre demain.
regardez mon site demain. Et on compte bien renouveler l'exploit, si je peux dire ça comme ça, d'accueillir 600 personnes pour toute une soirée au Palais des Beaux-Arts, une soirée de méditation. Et on va rencontrer aussi Thomas Dansembourg, qui est vraiment un des pionniers de la communication non violente et qui vient nous parler de la paix, justement, et de la pacification intérieure au service de la pacification du monde. Ça va être vraiment une très belle soirée. Donc ça, c'est un engagement au niveau de comment ça va. Et puis au niveau de l'engagement plus extérieur, donc il y a l'engagement dans l'émergence. J'anime un programme avec Émergence, un MBSR en Belgique, où 60% des revenus de ce programme sont versés à des actions sociales à Bruxelles. Le salut social, des actions pour les SDF, pour les migrants aussi. J'ai énormément de joie à faire ça. Ce que ça a changé pour moi aussi, la pratique, c'est que j'ai changé de régime alimentaire. Alors ça se voit pas forcément, tout de suite là, au premier abord. Mais j'ai décidé il y a plusieurs années en fait d'arrêter la consommation de produits animaux. Et pour l'instant en tout cas, de viande et de poisson. Alors j'ai un peu de mal encore avec les laitages et les œufs, mais ça va arriver petit à petit, ça doit être progressif. Mais c'est pour moi mon engagement sur le sujet de la souffrance animale. Je me dis qu'il n'y a aucune raison que je fasse souffrir les animaux pour ma propre consommation. Je préfère qu'ils restent en liberté et je préfère manger ce qui est produit pour la terre, qui elle ne souffre pas. Enfin, en tout cas dans ses produits correctement. Je me suis également engagé dans le zéro déchet, j'en parlais tout à l'heure. Et alors à titre individuel, mais je commence à travailler sur quelque chose de plus vaste sur ce sujet-là. Mais avec quelques réflexes quotidiens pour commencer, fabriquer mon savon, ne pas acheter de produits industriels emballés, donc acheter tout en vrac par exemple. Des choses très simples. Ouais, j'invente rien quand je dis ça, c'est vraiment rien d'extraordinaire. Mais c'est des petites choses petit à petit. Mais je peux vous dire que quand vous regardez votre poubelle 6 mois après avoir commencé et que vous êtes à un quart des déchets que vous aviez 6 mois avant, vous pouvez dire ouais, là j'ai contribué complètement à quelque chose de positif pour vous. Je suis également engagé dans le village des Pruniers, qui est un très bel endroit avec un maître tibétain, un maître vietnamien qui s'appelle Thich Nhat Hanh, que vous connaissez peut-être. Et là, je suis pour l'instant dans la démarche de m'approprier les entraînements à la pleine conscience, qui sont des entraînements de vie quotidienne, et que je diffuse au sein de journées de pleine conscience, par exemple. Et enfin, le Moulin de Chave, qui est un centre de retraite de méditation bouddhiste, dans le Périgord, dans lequel je m'engage, et ça c'est un peu un scoop, parce que j'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui encore, mais donc vous êtes quasiment les premiers à savoir, c'est que je vais partir 6 mois en fait, au Moulin de Chave l'année prochaine, pour diriger le centre et permettre du coup à des personnes qui veulent faire des retraites d'être accueillies dans ce lieu. Et donc c'est pour moi une façon de donner du temps, de donner de l'énergie. Voilà, ça aura l'effet que ça aura, mais c'est important pour moi. Voilà, donc des engagements qui sont justes et qui peuvent être posés à partir de la pratique, à partir de ce que je découvre de moi, en fait, de mon élan, de mes élans, de la façon dont je vis, qui permettent de nourrir ces engagements-là. Ce sont les miens, c'est pas pour autant que ça doit être ceux des autres, et chacun a les siens, et chacun a la façon de faire qui lui appartient. Et l'idée, c'est pas de fixer un objectif, c'est plutôt de fixer une perspective en disant ok, moi je veux contribuer à ça, à un monde plus apaisé, plus joyeux et plus bienveillant. Qu'est-ce qui est juste pour moi de faire? Partager ma pratique, m'engager dans l'environnement, m'engager dans un centre de retraite pour accueillir les personnes qui veulent pratiquer et du coup élargir le champ d'engagement des autres personnes et les favoriser. Et je terminerai juste par un mot, parce que ça c'est une phrase qui m'est venue un soir dans un groupe, avec un groupe de militants, dans un moment de partage. Et je me suis rappelé une histoire zen qu'on raconte qui est l'élève, qui est le maître. Et c'est très intéressant de se poser cette question-là quand vous êtes dans une situation d'apprentissage. Qui apprend qui à quoi? Qui apprend quoi à qui? Et je me suis rendu compte à ce moment-là que quasiment la totalité de mes apprentissages de la pratique de la méditation, ben c'était les participants des groupes qui m'avaient offert ça. C'est avec eux que j'ai appris, vraiment profondément. Beaucoup plus qu'avec tous les enseignants magnifiques que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Beaucoup plus que dans toutes les retraites que j'ai pu faire en solitaire, en silence. C'est mes participants qui m'apprennent ça. Et moi j'aimerais bien que vous continuiez, vous, à m'apprendre ça, par votre présence, par votre chaleur, par votre engagement dans la pratique, quel qu'il soit, et cultiver ensemble, en fait, nos qualités de cœur. Tous ensemble, on a besoin vraiment de ça pour le monde, mais on a besoin de ça aussi pour nous, profondément, pour revenir à notre intériorité.
Demain, je donnerai une conférence ici à la même heure sur les apports de la pleine conscience, où on revisitera en fait ce que nous dit la science de la pleine conscience, et aussi une synthèse de témoignages de participants. Et j'ai à cœur aussi de partager ça sous un autre angle pour illustrer. Et alors, si on veut continuer, pour les 3 minutes qui nous restent, les prochaines étapes, en fait, c'est comment on fait. Moi, je vous engage vraiment, si vous en avez l'élan, et si vous êtes peut-être pas séduit, mais en tout cas touché par ce que vous avez entendu ce matin, par certaines choses que vous avez entendues ce matin, je vous invite à vous engager dans quelque chose de l'ordre d'une initiation, pour voir, pour côtoyer, pour expérimenter, pour goûter la richesse de la pleine conscience. Et ça peut se faire dans les prochaines semaines par le LBSR qui aura lieu en janvier, mais aussi par un stage. Alors c'est la première fois que je fais un stage résidentiel, donc on est en train d'organiser ça avec un autre instructeur à Paris, un magnifique instructeur qui travaille dans le domaine de la santé, qui a une énorme sensibilité. Et ça sera à nouveau au centre du Haut-Mont, un stage de 5 jours sur le thème de mes rythmes et mes élans. Quel est mon rythme de vie et quel élan j'ai envie de donner à ce rythme? Et on va travailler pendant 4 jours et demi en profondeur là-dessus, dans la pratique, dans des échanges, dans des enseignements. C'est pas une retraite, c'est vraiment un stage d'initiation. Il y aura des marches méditatives, des journées thématiques. En janvier, il y aura une journée sur le corps, redécouvrir le corps et retrouver la sérénité. Alors ça aussi, ça va être chouette, c'est dans les Flandres. On sera dans une petite salle à côté de Cassel. Et un tout petit groupe d'une dizaine de personnes, si ça vous intéresse. Et puis il y a des ateliers, et puis je continue à intervenir aussi en entreprise pour diffuser cette belle pratique, qui est la pratique de la pleine conscience. Il est 11h49. Il y a juste un espace pour une question courte, si vous sentez l'élan d'en poser une. Et sinon, on peut se retrouver juste à l'extérieur.